Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Mon nom est Chantal Valran, je suis avec Jeunesse Sandra de Canada. On va commencer, on a 1 heure ensemble aujourd'hui. Je voulais vous dire qu'on va enregistrer ce vidéo-là, donc si vous voulez avoir accès, on va l'envoyer à tous les participants là, par la suite, par courriel, soit d'ici la fin de l'après-midi ou en tout cas dans les prochains jours, aussitôt qu'il va être prêt, là, on va le partager. Alors, merci d'être présent aujourd'hui. Je vais commencer à partager ma présentation sur PowerPoint. Donnez-moi 2 petites minutes. Susan, can you let me know? Ça marche-tu? Non, on voit tout l'écran. Ouais. Mets ça comme full screen. I'm trying. Puis là, ça fonctionne-tu? Voilà. Oui, ça marche. Bon, merci. Ça montre qu'on est, c'est ça. Alors, puis j'espère aussi, je sais que Belle a eu de la difficulté, en tout cas, nous, où est-ce qu'on est situé? Je suis en Ontario. Suzanne, que vous venez d'entendre, qui me prête main forte, est à Montréal, puis il y a eu des problèmes de réseau avec Belle. Alors, j'espère que tout le monde peut bien se brancher aujourd'hui. Mais comme je vous dis, de toute façon, s'il arrive quoi que ce soit, on va pouvoir vous envoyer notre vidéo après. Alors, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on va parler du fameux bal de finissant. Comme je vous ai indiqué, je suis Chantal Valran, directrice générale à Jeunesse Sandra. Je suis aussi maman d'un garçon de 19 ans et d'une fille qui va avoir bientôt 17 ans et qui fête ma belle grande fille, son bal de secondaire 5 à la fin juin cette année. Alors, moi aussi, je suis en plein là-dedans dans tous les préparatifs. Et c'est une belle période, mais c'est une période aussi en tant que parent qui peut être un peu stressante. Alors, on voulait vous partager quelques petits trucs aujourd'hui là, pour s'assurer justement que nos jeunes puissent bien célébrer leur bal et que ce soit une occasion, un événement important dans leur vie dont ils vont se souvenir. Alors, juste pour commencer, vous parler un petit peu de qui on est, nous, Jeunesse sans drogue. On est un organisme à but non lucratif qui travaille à l'échelle du Canada. Et notre vision est vraiment de s'assurer que tous les jeunes puissent vivre à l'abri d'une consommation problématique et de dépendance. Donc, on n'est pas là pour faire la promotion de l'abstinence à tout prix, quoique l'abstinence fait quand même partie des options qui sont offertes aux jeunes. Mais on est là pour offrir des outils, des ressources, des faits pour partager justement pour partager ça dans un contexte où on invite les parents à avoir des conversations informées avec leurs jeunes. Alors, pour commencer, je voulais partager avec vous une petite statistique. Combien d'adolescents âgés entre 16 et 19 ans déclarent qu'il est probable qu'eux-mêmes ou leurs amis seront sous l'influence de drogue ou d'alcool durant les festivités de leur bal de finissant? Est-ce qu'on pense que c'est 15 25 30 ou 50 Vous pouvez répondre. Je voulais aussi vous indiquer qu'avec la fonction chat, le clavardage de Teams, vous pouvez poser des questions à la fin de la présentation. Ça va me faire plaisir de prendre des questions. Puis vous pouvez répondre aussi aux petites questions là, que je vous pose au fur et à mesure. Alors, 15, 25, 30 ou 50 Écoutez, la réponse est 30 Donc, c'est presque... c'est dans bien des cas, quand on est parent, moins qu'on pense que on pense qu'il y a plus de jeunes qui vont être tentés de justement prendre peut-être des substances. En tout cas, de mon cas, j'étais un peu surprise avec ce 30 %-là, mais c'est important de le partager avec nos jeunes parce qu'il y a peut-être aussi un incitatif pour les jeunes de vouloir consommer en pensant que c'est ce que tout le monde va faire
puis que dans le fond, on veut faire comme nos pères, donc on va être peut-être tenté de vouloir consommer, mais vraiment, selon notre sondage, 30% seulement des adolescents pensent consommer pendant leur balle. 53% des adolescents déclarent boire 4 verres et plus le soir du bal. Je vais vous partager certaines statistiques. 74% vivent de la pression de leur père d'essayer de consommer de l'alcool le soir du bal. Et 49% ont de la pression de leur ami d'essayer des drogues le soir du bal. Donc, dans un contexte où, quand on parle de un adolescent sur deux qui déclare boire 4 verres ou plus le soir du bal, et que dans un contexte normal, à d'autres fêtes, habituellement, c'est plus 1 sur 5, on sait qu'il y a une plus grande tendance à boire une grande quantité d'alcool le soir du bal, puis qu'il y a aussi la pression des pères qui vient jouer là-dedans. Donc, c'est important de pouvoir parler de ça avec nos ados pour justement leur donner des outils pour faire face à cette pression-là. Qu'on puisse en parler en amont pour dire qu'est-ce que je peux faire si je sens que je me fais influencer d'un côté comme de l'autre par rapport à prendre de l'alcool ou des drogues le soir du bal. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bien, justement, on va parler du bal, mais on va parler de la séquence pour aller au bal. Donc, avant le grand soir, avec qui je devrais en parler? Bien sûr, on va parler avec notre ado, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui je pourrais parler? Qu'est-ce que je dois dire? Ça ne veut pas être un scénario précis, mais on va vous donner des pistes de discussion à avoir avant le grand bal, avant le grand soir. Quelques jours avant le bal, c'est quoi les éléments qu'on devrait parler? Donc, la conduite sobre et parler aussi des règlements et politiques de l'école. La fête après le bal, le fameux après-bal. On veut s'assurer que nos jeunes soient en sécurité, puis on veut aussi peut-être essayer de voir s'il y a une situation d'urgence, qu'est-ce qu'on doit faire. Puis à la fin de la présentation, comme je vous dis, ça va me faire plaisir de prendre vos questions ou vos commentaires. Alors, avant le grand soir. OK. Il y a plusieurs personnes avec qui vous pouvez parler en amont du grand bal, de la grande soirée qui est le bal. Bien sûr, vous allez parler avec votre ado. C'est la conversation la plus importante à avoir, mais il faut bien s'assurer que cette conversation-là se fait de deux côtés. On veut vous encourager à ne pas faire de sermon, mais de vraiment encourager votre ado dans la discussion pour qu'on puisse parler de consommation sans vraiment avoir beaucoup de jugement dans cette conversation-là, au sens où on veut approcher ça avec curiosité. Puis il faut se rappeler aussi que le bal se veut être un événement tellement important dans la vie de nos ados. Ils prévoient ça déjà là, dès le début de l'année en secondaire 5 ou en 12e année à l'extérieur du Québec. Ils commencent déjà à en parler, les tenues, ça va être avec qui, etc., etc. Donc, il faut garder ça en perspective qu'on veut tenir ça. C'est un sujet sérieux, mais on veut approcher ça avec curiosité puis avec une certaine légèreté puis une anticipation positive aussi. Parler aussi aux autres parents dans un contexte où les parents qui vont peut-être avoir le cocktail avant ou peut-être même l'après-balle dans soit chez eux ou à quelque part qu'ils ont loué, mais les parents qui vont avoir les jeunes à la soirée de bal, pouvoir communiquer avec eux aussi. Et les parents peut-être qui ont eu des ados qui ont passé par là, par le bal, c'est tout le temps une bonne idée d'aller chercher de l'information aussi, demander comment ça s'est passé, s'il y avait eu des surprises dont ils ne s'attendaient pas, quel genre de règlement qu'ils avaient mis en place. C'est tout le temps intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé chez les autres et comment ils ont fait l'expérience de cette soirée-là.
Et aussi, les moyens de transport. C'est très courant pour les jeunes et les parents de réserver des moyens de transport, soit une limousine, un autobus, etc. Dans ce contexte-là, ça serait important de pouvoir savoir c'est quoi les règlements par rapport à la consommation, s'assurer que l'entreprise ne tolère pas de consommation d'alcool dans le véhicule. Puis aussi, s'il y a des conducteurs désignés, de justement savoir c'est qui, est-ce qu'il y a un plan B, s'ils ont un ami qui ont décidé de conduire, qu'est-ce qui arrive? Comment votre jeune va communiquer avec vous si le conducteur qui est désigné, finalement, il y a peut-être des doutes par rapport à sa propre consommation. Donc, avoir ces conversations-là en amont, c'est important justement là, pour s'assurer que tout se fasse de façon sécuritaire. On peut vous donner des petits trucs avant de commencer la discussion. Prendre le temps de juste penser à qu'est-ce qu'on essaye de faire. Comme je disais tout à l'heure, c'est un événement positif, c'est un événement qui vient avec beaucoup d'anticipation, le bal. Donc, d'approcher ça justement avec une certaine une attitude positive et rester calme. Parce que si on va parler de consommation, peut-être que quand on commence à parler de substances, on est stressé, on anticipe peut-être des réponses, on est anxieux. Donc, l'important de rester calme et d'inviter le jeune à la conversation aussi. Puis l'important de rester positif encore, de garder ça léger, puis de savoir que dans le fond, c'est une belle soirée pour nos jeunes, puis c'est un moment pour eux aussi d'être avec leur gang, puis d'avoir du plaisir, donc de prendre ça en contexte. Comme j'ai mentionné, plutôt dialoguer plutôt que monologuer, trouver un endroit, une situation propice au dialogue. Donc, trouver un endroit confortable. C'est peut-être pas le moment de dire, bon, après souper, là, il va falloir parler, il faut s'asseoir, j'ai quelque chose à dire, on va parler de consommation de substances. Ça n'amènera peut-être pas un contexte positif. Donc, peut-être s'entendre sur un moment où est-ce qu'on va pouvoir jaser de ça pour leur dire que c'est important pour vous. Et si, à un moment donné, ce qu'on entend, ça ne nous fait pas plaisir ou ça nous prend par surprise ou on trouve que ça s'enflamme ou que notre jeune est réfractaire à pouvoir parler, c'est correct aussi de dire, je pense que c'est mieux si on prend une pause pour le moment. On devrait reprendre notre discussion demain ou plus tard parce que à ce moment-là, ça va être peut-être un moment aussi pour les deux parties de prendre un moment puis de réfléchir à ce qui a été dit. Puis l'important, c'est de pouvoir dire aussi en tant que parent, écoute, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait être blessant, fait que j'aime mieux qu'on arrête puis qu'on reprenne la conversation. Une stratégie de discussion, c'est soyez informés et tenez-vous à ce que vous en savez. Donc, dans l'optique où, comme je dis, on approche ça avec curiosité, venez chercher de l'information sur notre site web, par exemple. Il y a une panoplie d'informations sur les substances, sur la consommation, sur, par exemple, même les différents effets que peut avoir des mélanges de substances, etc. Mais on a énormément d'informations qui sont basées sur des faits, sur la science. On travaille avec des pédiatres, des psychiatres. Donc, d'approcher ça avec justement curiosité, puis si au moins vous pouvez partager ces faits-là avec votre jeune, ça ne vient pas d'une position de ben moi, je pense que tu ne devrais pas consommer point parce que ce n'est pas bon pour toi, à une situation où est-ce que vous allez pouvoir partager justement ce que vous avez appris et solliciter leur opinion par rapport à ça. Rester décontracté, c'est toujours plus facile à dire. Mais au moins, quand on part avec cette prémisse-là de dire, écoute, j'aimerais ça te parler de ça. Est-ce que c'est un bon moment pour toi? C'est dans cette optique-là qu'on dit rester décontracté. Donc, demander la permission, je mets ça en guillemets, mais c'est une question de dire, pour moi, c'est important qu'on puisse parler de consommation par rapport à ton bal, qu'est-ce que tu comptes faire ou qu'on puisse en parler. Est-ce que c'est un bon moment? Peut-être que votre jeune va vous dire, écoute, non, c'est pas un bon moment présentement,
Puis c'est correct aussi de dire, OK, ben c'est important pour moi, donc on va y revenir soit demain ou plus tard, mais qu'au moins votre jeune ne se sent pas pris en embuscade, puis qu'il puisse être prêt aussi à avoir cette conversation-là, puis que vous reveniez à la charge un peu plus tard pour que les deux, vous soyez prêts à avoir cette conversation-là. Énoncez clairement vos attentes. C'est important de pouvoir dire, je te parle de ça parce que. Entre autres parce que, ben moi, je veux que tu aies un bal dont tu vas te souvenir, je veux que tu aies du plaisir, mais j'ai certaines inquiétudes, puis j'aimerais ça pouvoir les partager avec toi. Puis comprendre aussi, essayer peut-être, par exemple, dire qu'une de vos attentes, c'est que vous puissiez découvrir quelles sont les pressions auxquelles ils font face, vos jeunes. Est-ce qu'il y a des pressions auxquelles ils font face? Quand je parlais de la statistique plutôt que 75% d'eux pensent qu'ils vont avoir de la pression de la part de leur père pour consommer, pouvoir en parler, partager, par exemple, quand je parle de partager de l'information puis être informé, être capable de dire, j'ai su que 75% des ados disent qu'ils vont probablement avoir de la pression pour consommer de l'alcool le soir du bal. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette statistique-là? Tu trouves-tu que ça reflète ce que toi, tu vois, ça reflète ta réalité? Ça amène à avoir une conversation ouverte, puis de l'amener à partager peut-être aussi ces pressions-là. Puis ça peut faire partie des attentes que vous ayez par rapport à la conversation que vous pouvez partager avec votre ado. Pratiquez-vous. Bien, ça a l'air un peu spécial de dire ça comme ça, mais que si au moins juste, par exemple, si vous avez, avec votre conjoint, si vous avez les mêmes genres d'attentes ou les mêmes aspirations à avoir cette conversation-là, que vous puissiez pratiquer avec votre conjoint, dire, moi, j'aimerais ça, dire telle affaire, puis toi, j'aimerais ça que tu puisses partager ça aussi, mais c'est juste que par rapport au vocabulaire qui va être utilisé, des fois, en se pratiquant avant, ben ça nous met moins, on est moins stressé d'avoir cette conversation-là si on s'est préparé un peu à l'avance. Puis, utiliser des questions ouvertes. Comme je parlais tout à l'heure, tu sais, parle-moi donc de ce qui se passe à l'école ces temps-ci, comment tu vois ça, ton bal, etc. Et parler des statistiques. J'ai eu cette statistique-là. Toi, est-ce que ça reflète ce que tu vois par rapport à ton école, à ton groupe d'amis? De cette façon-là, en utilisant des questions ouvertes, on encourage le jeune à faire partie de la discussion, puis on n'est pas frappé avec un mur de oui-non. Puis encore une fois, si on est frappé avec un mur de oui-non et que le jeune ne veut pas parler, ben je reviens à la suggestion qui disait, ben vous pouvez à ce moment-là dire, je vois que ce n'est pas un bon moment pour toi. J'aimerais ça qu'on en parle quand tu seras un peu plus disposé à vouloir en parler. Donc, d'ici les prochains jours, s'il te plaît, fais-moi signe quand est-ce qu'on peut en parler. Démontrer de la compréhension et de l'empathie, ben, c'est vraiment juste de pouvoir écouter, justement, c'est quoi les pressions peut-être qu'ils ont ou les impressions qu'ils ont. Puis, faire un résumé, de dire, ben écoute, par exemple, je comprends, je vois que peut-être Xavier te fait peur que lui désire faire telle affaire, puis toi, ben ça te stresse parce que tu te dis que peut-être que les attentes, ça va être justement que toi aussi, tu prennes part à ce genre de consommation-là. Puis dites-lui que merci de ton honnêteté. Merci de partager ça avec moi. Puis que dans le fond, ben moi, cette conversation-là, je veux l'avoir parce que je me soucie de ton bien-être puis je veux que tu sois bien. Donc, quand on parle des mots contre, puis quand je disais se pratiquer avant puis du vocabulaire, on a quelques petites suggestions ici. Au lieu de dire les termes, au lieu d'utiliser les termes mauvais, stupides, par exemple, fumer du cannabis peut faire que la personne fasse les mauvais choix, ou boire en quantité stupide, ou c'est mauvais pour toi. C'est vraiment niaiseux faire ça, par exemple. On peut vraiment plus prendre l'angle de la santé par rapport à dire, ben, tu sais quoi, ce gelé peut faire que la personne fasse des choix nocifs. Ou quand on boit en de grandes quantités, c'est vraiment néfaste pour la santé. Prendre l'angle de, on est inquiet
par rapport à la santé, puis que c'est malsain ou ça peut être néfaste pour la santé, va probablement atterrir mieux et avoir votre ado va avoir probablement une meilleure ouverture que à prendre un angle de jugement et seulement dire que les choix qu'ils font par rapport à une consommation peut être niaiseux, stupide ou mauvais. Désapprouve, déçu. Des phrases comme ben, j'approuve pas du tout de tes amis ou je suis déçue que tu sois rentré à la maison plus tard que ce que tu avais dit que tu ferais. Jouer là, la carte, on entend ça souvent des fois, là, mais jouer la carte de la déception puis dire moi, je suis vraiment déçue. Essayez plutôt de jouer la carte d'être préoccupé puis d'être inquiet. Je suis préoccupée au sujet de tes amis. Je crois qu'il n'y a pas une influence positive sur ton comportement ou de dire je m'inquiétais pour toi. Au lieu de dire je suis déçue de toi, de dire je m'inquiétais pour toi. Parce qu'en bout de piste, en tant que parent ou adulte qui joue ce rôle-là dans la vie d'un ado, vous avez ce point de vue-là unique qui est je t'aime, puis je veux le meilleur pour toi. Et ça peut avoir l'air un peu quétaine des fois, mais c'est la carte que vous pouvez jouer, puis c'est pas juste une carte stratégique, c'est une carte sentie. Puis votre ado est vraiment plus sensible à cette carte-là que la carte je suis déçue. La carte de la déception, la carte de je suis inquiet, je t'aime, puis je veux que tu sois bien, euh, justement, va être l'ado va être plus enclin à comprendre justement les raisons qui font que vous voulez amener cette conversation-là, puis vous voulez en parler. On a fait une étude sur les comportements en 2024 et on a demandé à nos ados quelle est la source la plus fiable d'informations sur les substances. Donc, si on demande à nos ados vers qui vous tournez pour avoir de l'information fiable sur les substances. Il faut comprendre que ce sondage-là est complètement confidentiel. C'est un sondage qu'on fait année après année. Et parfois, quand les réponses nous reviennent, je dois dire que je suis la première surprise. Donc, je vais partager avec vous parce que à prime abord, on peut se dire, en étant aussi maman comme je disais, d'une fille et d'un garçon de 17 et 19 ans, on peut se dire, ben, c'est sûr que les amis, puis TikTok, puis tout ce qui est sur le web a beaucoup plus d'influence que moi, ce que je peux dire. Mais bon an, mal an, quand on demande à nos jeunes quelle est la source la plus fiable d'information, ils vont nous dire leurs parents, suivis de l'école, suivis du site web et des amis. On peut se poser la question, mais comment ça se peut? Il me semble que ce n'est pas ça que moi je vois. Mais le mot ici important, c'est la source la plus fiable d'information. Donc, ce que ça nous prouve, c'est que quand on va vers nos jeunes avec de l'information qui est basée sur des évidences, sur des données probantes, sur de la science, les jeunes vont être beaucoup plus enclins à écouter puis à prendre part à la conversation que si c'est un ami qui lui dit, par exemple, « Hey, moi, j'ai pris ça hier, puis c'était vraiment le fun, puis j'ai pas eu d'effet. On devrait le faire encore à soir. J'ai pris une pilule, puis c'était vraiment le fun. Puis écoute, moi, ce matin, j'ai pas eu de problème à me lever. » Faut pas sous-estimer nos jeunes. Nos jeunes ont beaucoup de jugement, puis ils vont peut-être se dire, est-ce que cette information-là est vraiment fiable? Tandis que si un parent prend la peine de s'asseoir avec son jeune, partage ses inquiétudes et partage les faits qu'ils ont eus par rapport à des présentations comme celle-ci ou sur notre site web ou dans d'autres sites fiables, les jeunes vont être beaucoup plus enclins à écouter et à croire la source d'information. Donc, je suis là pour vous dire, lâchez pas, puis c'est bon que vous soyez ici, puis que vous venez chercher l'information. Aussi, il faut comprendre qu'on n'est pas expert, moi la première, dans toutes les substances qui existent. Vous pouvez commencer à en parler, peu importe. On sait que l'âge moyen de la première consommation d'alcool au Canada, c'est 13 ans. Et la première consommation de cannabis, c'est 14 ans. Donc, on sait aussi que commencer ces conversations-là avant habituellement l'âge de la première expérimentation porte fruit, mais il n'est jamais trop tard. Donc, allez-y,
commencer les conversations le plus tôt possible, mais il n'est jamais trop tard. Puis si vous avez besoin d'aide, sur notre site web, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a un outil qui s'appelle Clic Parent. Vous pouvez clavarder ou vous pouvez téléphoner et vous pouvez avoir de l'aide avec une personne qui est une spécialiste en santé mentale qui peut vous aider dans vos démarches là, pour parler, pour savoir comment parler à vos jeunes ou pour toute autre question par rapport à la consommation de substances chez les jeunes, ils peuvent vous appuyer là-dedans. OK. Alors, avant que votre ado quitte pour son bal, on pense que ce serait important de parler de sujets avant de boire, de conduire sobre, les règlements et politiques de l'école. OK? Donc, avant de décider de consommer ou pas, il faut se poser la question justement, pourquoi on pense qu'un jeune pourrait décider de consommer? C'est sûr que dans un premier temps, une des raisons qui va sortir, c'est le fait que pour s'amuser, pour avoir du plaisir, il pense que consommer va justement lui donner du plaisir, puis ça va être le fun, puis etc. Il peut décider aussi de ne pas consommer parce que c'est interdit au bal en tant que tel, on ne peut pas consommer. Ou aussi, une des raisons que des fois on sous-estime, c'est parce qu'ils sont stressés. Il y a tellement d'anticipation par rapport à ce bal-là. Peut-être que justement, il y a des attentes, etc., puis qu'ils sont stressés par rapport à ça. Puis une façon justement de faire face à ce stress-là, ils peuvent se tourner vers la consommation pour gérer leur stress. Quand on parle de donner de mettre la table avec des questions ouvertes, on va vous partager dans cette diapo-là là, quelques départs de discussion avec des questions ouvertes qu'on peut utiliser. Donc, à quoi tu es plus hâte pour ton bal? Quand on parle aussi d'être positif dans notre approche, puis on le sait que ça va être le fun, le bal, etc. Donc, mais des amener à réfléchir pourquoi cet événement-là est si spécial pour eux. Ça peut être parce qu'il va y avoir des amis qui vont être là, j'ai hâte de la bouffe qu'on va avoir, j'ai hâte au lieu où on va être, ou j'ai hâte d'être avec ma gang pour pouvoir célébrer la fin de mon école secondaire. Mais peu importe la raison qu'il peut vous donner à ce moment-là quand on lui demande de quoi tu as hâte, faut ensuite demander peut-être comment l'alcool ou les drogues pourraient avoir un impact sur cette attente-là. Donc, si par exemple, ils boivent avant la soirée, peut-être que là, tout à coup, ils vont arriver au bal, puis là, ils peuvent perdre l'équilibre, ils peuvent se gêner, ils peuvent dire des choses qu'ils peuvent regretter le lendemain, mais juste pouvoir faire un parallèle avec eux sur à quoi tu as hâte, puis comment, si tu décides de consommer de l'alcool ou des drogues, pourrait avoir un impact justement sur cette attente-là que tu as par rapport à ton bal. L'amener aussi à réfléchir sur c'est quoi les règlements de ton école en ce qui a trait la consommation d'alcool ou des drogues. Donc, ça se peut qu'un jeune décide de consommer de l'alcool avant d'aller au bal, soit, comme on a dit, parce qu'ils sont stressés, ou soit parce que c'est offert où est-ce qu'ils vont, ou leurs amis ont décidé de faire ça. Mais il faut comprendre que les règlements de l'école sur un événement qui est régi par l'école s'appliquent aussi au lieu où va avoir lieu le bal. Donc, dans une optique aussi de dire à quoi tu as hâte à ton bal, j'ai hâte d'être avec mes amis, j'ai hâte d'aller fêter, j'ai hâte d'aller danser. Mais si l'élève se pointe intoxiqué au bal en tant que tel, il peut être retourné à la maison parce que le règlement s'applique, donc de l'école. Donc, l'école peut juger que cet élève-là doit être retourné chez eux, il peut être peut-être même suspendu ou ça peut être une des conséquences qu'il ne pourra pas participer à d'autres événements de l'école
comme la remise des diplômes ou un voyage de fin d'année, s'ils se pointent intoxiqués. La majorité des écoles vont avoir communiqué ces règlements-là à votre jeune, donc les amener à parler de ça puis à comprendre qu'est-ce qui pourrait arriver si ils arrivent au bal et ils sont intoxiqués. Puis, en dernier aussi, quand je parlais tout à l'heure de si c'est parce qu'ils disent qu'ils sont stressés puis que ça va les aider ou sont nerveux par rapport au bal, les amener à penser, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être la journée d'avant ou le matin avant de te préparer pour ton bal? Quelles sont d'autres façons de gérer le stress? Puis, j'aimerais aussi souligner que quand on fait des pré-balles, il y a l'après-balle, mais il y a le pré-balle aussi avant de venir chez nous, puis que peut-être qu'on fait une petite fête, puis on invite les autres parents, puis il y a peut-être des parents qui peuvent penser que permettre aux adolescents de boire ou de consommer à la maison, ça va être moins à risque, ça va être plus sécuritaire parce qu'on peut les surveiller de près. Mais il faut juste tenir compte que de servir de l'alcool ou des drogues aux adolescents, c'est contraire à la loi au Canada. Puis, quiconque permet la consommation de substances à la maison peut être tenu responsable dans l'éventualité où un adolescent est impliqué dans une collision ou est arrêté en fonction de raisons de conduite avec faculté affaiblie. Ben, à ce moment-là, ils peuvent être tenus responsables. Donc, je voulais aussi partager ça avec vous là, dans un contexte où vous pouvez être tenu responsable de la consommation. Si vous permettez la consommation à des adolescents, ça enfreint la loi. Ah, c'est ça, c'est... OK. Par rapport aux conduites affaiblies, je viens de soulever ça par rapport au pré-bal, le pourcentage de conducteurs canadiens tués dans des collisions de la route dont les tests se sont révélés positifs à l'alcool est, pensez-vous qu'il est plus faible que ceux positifs aux drogues ou plus élevé? Vous pouvez répondre au chat, mais je vais être très honnête avec vous, c'est mes collègues qui voient le chat. Moi, je ne le vois pas pour l'instant, mais vous pouvez répondre à l'aide du chat. Pendant ce temps, je vais prendre un petit corps. Alors, dans le cas du cannabis, un Canadien sur 4 qui consomme du cannabis dit avoir conduit sous l'influence du cannabis. Ça correspond à 4 fois plus que le 6% des Canadiens qui déclarent avoir conduit 2 heures après avoir consommé 2 verres ou plus. Le cannabis a même commencé à rivaliser avec l'alcool en termes de nombre de résultats post-mortem positifs au THC. En 2022, des études en Ontario indiquaient que le nombre de décès pour lesquels les tests faits post-mortem se révélaient positifs au cannabis, dépensant ainsi ceux pour l'alcool. Je le souligne ici parce que on met beaucoup d'enfants sur l'alcool au volant. Depuis la légalisation du cannabis, on voit que il y a de plus en plus de gens qui pensent que ça peut... Il y a un mythe qui pense qu'on peut être plus apte à conduire si on a consommé du cannabis par rapport à si on a consommé de l'alcool. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. Dans l'optique où notre temps de réaction a un impact, est affecté par une consommation de cannabis. De toute façon, c'est des conduites avec faculté affaiblie. Donc, pouvoir inclure ça aussi dans nos conversations avec nos jeunes, encore une fois, par rapport à des questions ouvertes pour dire qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que tu penses que conduire sous l'effet du cannabis, c'est moins pire que conduire sous l'effet de l'alcool? Et de l'amener à lui demander pourquoi il pense ça, puis que puissiez faire une recherche par rapport à ça. Encore là, il y a plein d'informations qui est disponible, soit via Santé Canada ou sur notre site web. Mais de l'amener à réfléchir sur... il n'y a pas vraiment de différence là, dans le sens où l'alcool ou le cannabis, ce sont des facultés affaiblies. Et de prendre le volant, là, c'est vraiment... c'est pas une bonne idée. Justement, au Canada, la conduite avec faculté affaiblie est la principale cause criminelle de décès chez les ados. Puis, aux États-Unis, ça, c'est une des recherches qu'on avait aussi, c'est le nombre de décès
d'ados causés par la conduite avec des facultés affaiblies est plus élevé durant la période de remise de diplôme et de balles de finissant. 82% des adolescents préfèrent conduire avec des facultés affaiblies plutôt que d'appeler un parent pour les reconduire à la maison sobrement. Je le partage ici parce que c'est là l'importance encore de parler avec nos ados en amont, avant, pour leur dire à quel point c'est important qu'ils puissent vous appeler ou trouver un plan B, soit qu'on a déjà prévu un taxi ou on a du covoiturage ou on a désigné quelqu'un qui pourrait venir les chercher. Mais peut-être justement demander à nos ados, pourquoi tu penses que les ados éviteraient d'appeler leurs parents pour qu'ils puissent revenir à la maison de façon sécuritaire? Dans la majorité des cas, les jeunes ont juste peur d'être réprimandés ou même ils ont eu cette conversation-là puis ils se disent, mon Dieu, je ne peux pas appeler pour dire parce que j'avais dit que je n'allais pas boire. C'est vraiment dans l'optique de dire, peu importe ce qui arrive, j'aime mieux te ramener à la maison de façon sécuritaire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir réitérer le message qu'ils peuvent téléphoner n'importe quand puis que vous pouvez aller les chercher. Vous avez prévu au moins une façon qu'ils puissent revenir à la maison de façon sécuritaire. Encore une fois, sur la conduite avec faculté affaiblie, ce serait important de demander à nos jeunes, comment penses-tu que l'alcool affecte les aptitudes de conduite par rapport au cannabis? J'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais parler de comment ça a un impact sur notre jugement, notre temps de réaction, la concentration, la coordination, que tout ça vient jouer avec notre capacité de pouvoir conduire. Parler de à quelle heure prévois-tu revenir à la maison pour que justement, dans l'optique où moi, je ne veux pas m'inquiéter à outrance, donc juste pour savoir à quelle heure moi, je peux m'assurer que je sois là ou que je sois prêt pour t'accueillir ou pour aller te chercher. Et quels sont tes plans pour te déplacer? Puis as-tu un plan B? Dans l'optique où s'il y a un conducteur désigné et que tout à coup votre ado a des doutes sur je pense pas que cette personne-là, finalement, est sobre, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Fait que c'est un plan B et un plan C. On avait prévu revenir avec un conducteur désigné, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux prendre un taxi? Est-ce que je peux appeler à la maison? Est-ce que je peux appeler un service comme Uber, par exemple? Pouvoir établir ça à l'avance, c'est vraiment important. Les responsables de l'école peuvent fouiller les biens d'un élève. Alors, quand tu arrives au bal avec un sac à dos ou un sac à main, durant le bal, c'est donc des motifs raisonnables de soupçonner que les règlements de l'école ou la loi ont été enfreints. Alors, est-ce que quelqu'un... est-ce que les responsables de l'école ont le droit d'ouvrir n'importe quel sac de gens qui viennent au bal s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a quelque chose qu'il y a un règlement de l'école qui est enfreint? La réponse, c'est vrai. Alors oui, ils peuvent le faire. Encore là, de pouvoir partager ça avec notre ado, c'est de dire que si on va à l'école puis qu'on n'a pas consommé avant, mais qu'on pense consommer après puis qu'on l'amène, l'école a le droit de fouiller le sac. C'est arrivé en 2019, il y avait une étudiante en Ontario qui a vu son sac à main fouillé et que l'école a trouvé, parce que l'école avait des doutes, et l'école a trouvé qu'il y avait de la cocaïne dans le sac à main de la jeune, et la jeune a décidé d'essayer de se défendre. L'affaire a été rejetée en déclarant, parce qu'elle disait que c'était une violation à son droit à la vie privée. Mais la Cour de l'Ontario a statué que malgré le fait que l'élève avait une attente raisonnable en matière de droit de la vie privée, était atténuée en fonction, compte tenu de la situation, parce que c'est le mandat de l'école de s'assurer de la sécurité des participants. Et l'école avait dit dans le règlement que personne n'avait le droit de consommer sur place. Donc, l'école était en droit de fouiller le sac. Donc, je vous invite à partager cette histoire-là aussi avec votre ado, juste au moins pour qu'il puisse être averti.
C'est une activité, comme je dis, le ballet finissant qui est parrainé par l'école, donc ce sont les mêmes règlements et politiques qui sont en vigueur. Il faut penser qu'on peut être retourné à la maison, on peut être refusé d'autres activités de l'école par la suite si on est en possession, on achète ou on fait de la vente de substances ou on assiste au bal sous l'influence de substances. Ce qui m'amène à parler de l'après-bal rapidement. L'après-bal, maintenant, ça fait partie de la tradition du bal. Donc, on va au bal, on met notre belle robe, puis ensuite, on enfile nos culottes de jogging avec nos espadrilles, puis on s'en va à l'après-bal. C'est important aussi que cette conversation-là sur l'après-bal fasse partie de notre discussion avec notre ado pour qu'on puisse parler de nos attentes. Puis que nos jeunes soient en sécurité, d'aider nos jeunes à se protéger. Je vais vous parler de trop c'est combien, parler de mélange de substances aussi. Puis qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence? Alors, aider nos jeunes à se protéger, malheureusement, on sait qu'une étudiante sur 5 est victime d'abus physiques sexuels durant la soirée du bal de finissant. Selon une étude de l'Association médicale américaine, et plus de la moitié des victimes d'agressions sexuelles connaissent leurs prédateurs. Donc, c'est une question de parler de surconsommation d'alcool où est-ce que tout à coup, on peut être en position plus vulnérable, mais aussi ce sont les drogues du viol qui sont inodores et sans goût. Puis, on parle souvent de faire attention à ton verre, fais attention, laisse pas ton verre sans surveillance, etc., etc. Mais on parle souvent d'un verre dans un contexte d'alcool. Il faut comprendre aussi que un verre d'eau, un verre de jus, si un ado décide de ne pas boire, on peut aussi être victime d'avoir des drogues du viol qui sont ajoutées à n'importe quel liquide qu'on va prendre. Donc, c'est pas nécessairement juste il faut que tu prennes ton propre verre avec tes propres consommations à l'après-balle, mais c'est aussi même si tu prends de l'eau ou du jus, il faut être conscient que ça peut être mixé avec des drogues du viol. Donc, juste éveiller la conscience par rapport à ça. Alors, se verser lui-même son verre, prendre des pauses, donc parler de ça. Encore là, c'est pas d'encourager les jeunes à boire, que de leur donner un minimum d'informations qu'au moins s'ils décident de consommer, qu'ils puissent le faire dans les conditions les plus sécuritaires possibles. Parler de rester avec des gens avec qui ils ont confiance. Puis s'ils ne se sentent pas bien, appeler à la maison. Aussi, je partage souvent ce petit truc-là, c'est de dire que s'ils ne se sentent pas bien, mais ils ne veulent pas que ce soit évident, qu'ils ne veulent pas perdre la face en avant de leurs amis, c'est correct aussi d'avoir un code, par exemple, j'ai oublié mes clés, laisse la porte débarrée, ou qu'on puisse dire à nos parents, je me sens pas bien, viens, mais sans avoir besoin de dire ça ou que notre conducteur désigné finalement est plus sobre. Aussitôt qu'on reçoit un texto qui dit peux-tu laisser la porte débarrée, j'ai oublié mes clés, que ce soit le signal, ça c'est un des exemples, là, mais aux parents de dire OK, là c'est le temps que j'agisse, il faut que j'aille chercher mon enfant, puis qu'on le prenne sur nous, puis qu'on puisse dire je vais aller te chercher. Ça y est, je sais que tu ne te sens pas bien. Puis dans un environnement aussi maintenant où que tout le monde a un téléphone puis peut prendre des vidéos, prendre conscience aussi avec notre jeune de dire, justement, tu veux un bal dont on se souvient pour les bonnes raisons, assure-toi d'être avec des gens avec qui tu as en confiance, puis assure-toi aussi de justement être en sécurité, c'est de s'assurer que ces gens-là ont ton bien-être à cœur puis qu'ils ne prennent pas des vidéos ou des photos à ton insu. Consommer quelle substance peut entraîner une surdose? Quand on parle de trop, est-ce que c'est l'alcool, les opioïdes, le cannabis ou toutes ces réponses? Je vous invite à répondre dans le chat. On entend souvent parler de surdose d'opioïdes. On entend peut-être moins souvent parler de surdose d'alcool ou de cannabis, mais toutes ces réponses sont valides. Donc, c'est possible d'avoir une surconsommation d'alcool.
c'est possible d'avoir une consommation de cannabis aussi. Puis là, je vois que vous aviez répondu aussi dans la majorité des cas toutes ces réponses. Donc, être capable de dire à nos jeunes aussi qu'il y a des dangers d'avoir une surconsommation, puis de les aider aussi, de les amener à parler de c'est quoi les signes. Puis là, je vous donne beaucoup d'informations. Je comprends ça aussi, là, dans le sens où c'est peut-être beaucoup dans une conversation. Donc, je vous invite à commencer la conversation avec vos jeunes, puis peut-être à ce qu'on se rapproche vers le bal, de partager plus d'informations encore, parce que ça peut être beaucoup en une seule fois, mais des amener à parler sur comment tu saurais, toi, qu'il y a une surconsommation d'alcool. Donc, c'est quoi les signes que ton corps pourrait te donner? Étourdissement, nausées, des vomissements, des troubles d'élocution, jusqu'à même un évanouissement, un coma, une baisse du rythme cardiaque, les amener justement à parler de est-ce que tu connais les signes que ton corps va t'envoyer si tu en as trop? C'est quoi par rapport au cannabis? C'est quoi par rapport aux opioïdes aussi? Faut comprendre qu'avec les opioïdes, ça peut aller jusqu'à des épisodes psychotiques. On sait que des jeunes qui consomment de façon régulière du cannabis ont jusqu'à 11 fois plus de chances de développer un épisode psychotique, une psychose. Donc, les amener à parler de ça aussi, puis de quoi ça a l'air de ça, puis qu'ils puissent comprendre parce qu'il y a un mythe aussi qui dit que mais on ne peut pas faire de surdose de cannabis. Effectivement, on voit de plus en plus d'hospitalisations de jeunes qui sont en état de surdose de cannabis avec des niveaux de THC qui sont très élevés. Et les opioïdes, bien, malheureusement, on en entend souvent beaucoup parler, mais qu'ils puissent reconnaître de quoi a l'air une surdose d'opioïdes, donc peau moite, les pupilles très petites, les gens sont somnolents, il y a un ralentissement de la respiration et du rythme cardiaque, les gens ont de la difficulté à respirer jusqu'à ce que le cœur peut s'arrêter carrément. Qui m'amène à vous parler de l'analoxone. Dans plusieurs provinces au Canada, elles sont offertes gratuitement. Vous pouvez aller voir votre pharmacien, il va vous donner une trousse d'analoxone. J'en ai une moi-même à la maison, dans le sens où ça fait partie de ma trousse de premiers soins. Il faut comprendre qu'avec l'analoxone, c'est un spray, un vaporisateur nasal et que les effets peuvent être renversées d'une surdose en 2 à 5 minutes, mais qu'elle ne dure de 20 à 90 minutes. Donc, d'où l'importance de partager avec notre jeune que si on utilise du naloxone, ça ne règle pas le problème. Ça nous achète du temps. Donc, on administre le naloxone et on appelle tout de suite le 911 et les urgences pour pouvoir qu'ils prennent en charge la personne parce que il faut l'amener puis lui donner d'autres soins là, parce que les effets durent de 20 à 90 minutes. Je vous encourage juste à avoir une trousse de naloxone à la maison et de pouvoir parler à votre jeune. Puis il faut comprendre aussi qu'avec le naloxone, si on pense qu'il y a peut-être une surdose, mais on n'est pas sûr puis qu'on administre ça, il n'y a pas d'effet secondaire. Il ne faut pas avoir peur de le faire parce que c'est pas dangereux si la personne, c'était pas ça puis c'était autre chose. Là. C'est mieux c'est mieux d'agir et de l'administrer que d'avoir une fatalité. Laquelle de ces substances les Canadiens de 16 ans et plus déclarent mélanger le plus avec du cannabis? Je vais vous le dire. C'est l'alcool. Alors, il y a beaucoup de risques associés avec un mélange de substances. Puis quand on parle de mélange de substances, comme on dit, les deux substances que les jeunes vont prendre le plus ensemble, c'est dans 69 des cas l'alcool et le cannabis. Il y a des dangers pour mélanger des substances de façon générale avec toutes les substances. Donc, soit de l'alcool, du cannabis avec des médicaments prescrits, des opioïdes, ou de l'alcool avec des médicaments. On entend souvent, il ne faut pas mixer des antibiotiques avec de l'alcool, par exemple, parce que c'est dangereux. Il faut comprendre que dans le cas, moi, je vais vous parler plus particulièrement de l'alcool puis du cannabis, parce que les jeunes comprennent peut-être pas des fois l'effet que ça a, le risque par rapport à même l'ordre de quand est-ce qu'on prend de l'alcool ou du cannabis. Si on prend de l'alcool,
du cannabis avant de prendre l'alcool, par exemple, ça fait que quand je vous parlais des signes, plutôt le vomissement, les étourdissements, les nausées, que notre corps nous envoie quand on prend trop d'alcool, si on a pris du cannabis avant, ces signaux-là, notre corps ne pourra pas les produire. D'où les dangers d'avoir une surdose d'alcool et ne pas s'apercevoir d'une surconsommation d'alcool parce que tout à coup, notre corps ne nous enverra pas ces signaux-là. On ne saura pas, on n'aura pas mal au cœur, on ne sera pas étourdi parce que le cannabis va atténuer ça. Alors, c'est dangereux de prendre une grande consommation d'alcool sans se rendre compte des effets sur notre corps. Encore une fois, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hospitalisation de jeunes qui ont justement une surdose d'alcool dans le sang parce qu'ils avaient pris du cannabis avant puis ils s'en ont pas rendu compte, leur corps ne leur a pas envoyé les signaux. Et à l'inverse, si on prend de l'alcool avant de prendre du cannabis, bien, quand on va prendre le cannabis, la dose peut-être qu'on est habitué de prendre d'habitude de THC va être amplifiée. Notre corps va vraiment, parce qu'il va avoir un niveau d'alcool dans le sang, va faire que je vais expérimenter le THC ça va être amplifié, les effets du cannabis. Donc, si je suis habituée, si je suis un jeune, ou même pas habitué, mais dans le sens où, je vais juste prendre un produit comestible, un gummy, après avoir pris une coupe de shooter, puis je vais être correct, ben, peut-être pas. Peut-être que justement, l'effet va être vraiment amplifié à cause de l'alcool que j'ai pris avant. Donc, avoir cette conversation-là sur est-ce que tu connais les effets même de mixer ces deux substances-là, mais de l'ordre dans lequel je vais le prendre peut amener des conversations intéressantes avec votre jeune. Donc, mélanger des drogues avec l'alcool peut être dangereux. Pourquoi tu penses que quelqu'un ferait ça ou comment tu penses que ça peut avoir de l'impact? Quels sont les signes? Est-ce que tu sais s'il y a une différence entre l'ordre? Encore une fois, utiliser des questions ouvertes et l'amener à parler de ce qu'il connaît pour qu'on puisse, après ça, travailler en complémentarité sur l'information que l'on a. Si les services d'urgence sont appelés pour soigner une personne qui fait une surdose de substance, la personne sera accusée d'être sous influence de substance ou d'un délit de possession de substance. Dans le sens où, si notre jeune a consommé et est témoin d'une surdose où ça ne va pas bien, mais qui a une certaine crainte d'appeler le 911 parce qu'il se dit, oh mon Dieu, moi, je vais être reconnu d'avoir pris ou je vais être accusé d'être sous influence. Il ne faut pas avoir peur, il faut pouvoir partager avec notre jeune que la loi sur les bons samaritains offre une protection juridique à quiconque demande de l'aide d'urgence durant une surdose. Si on est en possession de substances, on est en bris de condition, mais c'est sûr que la loi ne protège pas contre des infractions plus graves ou d'autres crimes commis, ça n'excuse pas, mais si on est dans une situation où nous, on est en possession de substances, puis qu'on appelle le 911 parce qu'il y a une surdose, on a une protection juridique, donc il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Il me reste quelques diapos. Encore, rappeler qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Il faut identifier, il faut regarder les signes, il faut appeler le 911. Il faut donner le naloxone et rester avec la personne parce qu'on n'a pas besoin de partir. On a une protection juridique, là, donc rester avec la personne jusqu'à l'arrivée des soins d'urgence pour que cette personne-là prise en charge. On appelle le 911, on donne le naloxone, on reste avec la personne. 3 choses à rappeler à nos jeunes. Alors, pour résumer l'information que je vous ai donnée aujourd'hui, je sais que vous en avez donné beaucoup. Comme je vous dis, ça peut s'étaler sur plusieurs discussions et pas seulement une avec notre jeune. Mais commencez par poser des questions. Pourquoi tu as hâte à ton bal? C'est quoi tes attentes par rapport au bal? Puis parler de consommation aussi. Soyez empathique. Identifiez un couvre-feu avec eux. Justement pour dire, écoute, je veux pas m'inquiéter à outrance, mais j'aimerais savoir de tes nouvelles ou j'aimerais ça que tu sois à la maison d'ici telle heure. Mettre l'emphase sur la sécurité et la confiance en eux, la confiance en leur jugement avec l'information que vous avez eue. Soyez ouverts et prêts à aider, dans le sens où même si vous avez eu cette conversation-là, si l'alcool est en jeu, s'il y a des drogues qui sont en jeu,
être capable de mettre ça de côté pour aller chercher nos jeunes, s'assurer qu'ils sont en sécurité, mais au pouvoir communiquer ça, parce que je vous rappelle que 82% des jeunes auraient peur, disent qu'ils auraient peur de demander à leurs parents d'aller les chercher s'ils sont en état d'ébriété. Si vous êtes l'hôte d'une soirée, on vous conseille de ne pas servir d'alcool ou de drogue parce que vous pouvez être tenu légalement responsable et d'aller chercher de la naloxone. De toute façon, ça ne sera pas perdu. Intégrez-le à votre trousse de premiers soins, puis ça sera disponible chez vous. Stratégie de réduction des méfaits, amener son jeune à penser le pour et le contre de consommer, comment ça pourrait justement avoir un impact sur leurs belles attentes par rapport à leur balle, leur demander de désigner un conducteur sobre ou un service de raccompagnement, rester avec des personnes en qui ils ont confiance. Il faut éviter de mélanger les substances. Il faut prendre des pauses entre les consommations, ne pas boire un verre provenant de quelqu'un d'autre, puis reconnaître les signes de surdose. Dans un effort de, justement, pas encourager nécessairement une consommation, mais d'être capable de parler d'un contexte où si tu décides de consommer, puis c'est totalement valide si tu décides de ne pas consommer, on est capable d'encourager ça aussi. Mais si dans un contexte où tu décides de consommer, où tes amis décident de consommer, voici les choses dont il faut prendre en considération. Je vous invite à visiter notre site web. On a une panoplie d'outils, de ressources sur les substances. Je vous parlais de mélange. On va beaucoup plus loin dans nos choses. On a des pistes de discussion sur comment amorcer un dialogue avec nos jeunes. On parle de vapotage, d'opioïdes, de drogue de rue. On a également notre service de clics parents. Comme je disais, le clavardage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aussi la ligne téléphonique. Alors, notre site, c'est jeunessesandrocanada.org. Vous pouvez trouver une panoplie d'informations. Puis enfin, je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous préparer à ce bel événement qui est le bal. Vous avez un code QR ici. C'est 3-4 questions, ça ne prend même pas 2 minutes, mais ça nous aide. C'est un court sondage qui nous aide pour nos prochains webinaires. Fait que si vous aviez 2 minutes présentement pour pouvoir prendre le code QR avec votre téléphone et pouvoir aller répondre à des questions de notre questionnaire, ça nous aiderait beaucoup pour nos prochains webinaires. Il me reste 2-3 minutes. Je ne sais pas si dans le chat, il y avait des questions. Je vais arrêter ma présentation. Je vais revenir. Et voilà. Suzanne, peux-tu me dire s'il y avait des questions? Non, on n'a pas encore des questions. OK. Parfait. Ah, il y a quelqu'un qui... Il y a un qui arrive. Ah, ben merci. Merci, Angie, qui me dit que la présentation était très claire et intéressante. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé. Il n'y a pas de questions tout de suite, mais cela dit, vous pouvez venir sur notre site web, utiliser Clic Parents. On est toujours disponible aussi avec notre info à jeunessesandroguecanada.org pour répondre à vos questions ou vos commentaires. Je vous remercie d'avoir pris part encore une fois à cette présentation-là. J'espère que vous allez être capable d'utiliser certaines pistes pour amorcer vos dialogues. Puis, on va vous envoyer l'enregistrement de ce vidéo-là plus tard dans la journée ou demain. Puis, vous pourrez le partager aussi avec les gens autour de vous si nécessaire. Merci beaucoup.